Allô, je suis Ergo et le podcast des étudiants en ergothérapie à l'Université de Montréal. Nous allons discuter avec des cliniciens, des chercheurs, des étudiants et des patients pour découvrir comment l'ergothérapie peut faire une différence dans la vie des gens. Merci. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Jason Ergo. Donc, aujourd'hui, notre thématique, c'est l'ergothérapie à l'international et on est accompagné de 3 ergothérapeutes. Tout d'abord, Virginie Lubino, qui est ergothérapeute au CERDA, donc le Centre d'expertise des réfugiés et des demandeurs d'asile, qui a également travaillé en Afrique et avec les populations autochtones. On est également avec Nathalie Brisebois, qui est ergothérapeute au Centre professionnel d'ergothérapie en thérapie de la main et qui a fait 5 missions chirurgicales en Inde, dont à plusieurs reprises en tant que chef de mission. Et finalement, avec Julie Mas, qui est professeure agrégée en clinique de l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et qui a enseigné, a fait de la supervision de stagiaires à Tunis et à Beyrouth. Donc, bonjour, mesdames. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Donc là, on vous a présenté vraiment assez rapidement, mais est-ce que vous voulez peut-être nous parler un peu plus de votre expertise à l'international, des clientèles avec qui vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Bon, bien écoutez, moi, je vais commencer. C'est ça, moi, j'ai de l'expérience depuis 2016. Et puis, en 2016, on a commencé notre première mission en Inde. On y va chaque année. On a eu une pause pendant la pandémie, mais ensuite, on a repris. Là, donc, cette année, c'était la 2e année qu'on y retournait depuis la pandémie. Puis, d'année en année, on prépare la mission suivante. Avant l'Inde, j'avais eu une expérience au Rwanda. On pourra peut-être en reparler un peu plus tard, là, mais qui ne s'est pas concrétisée. Puis, j'avais une autre mission aussi qui était organisée pour Haïti, qui, elle non plus, ne s'est pas concrétisée, principalement pour des problèmes de sécurité. Donc, quand on fait des missions comme ça à l'international, il faut être ouvert à aller faire nos missions, mais aussi, des fois, on peut être déçu parce qu'on pourrait ne pas partir. Alors moi, donc déjà, ça a commencé quand j'étais étudiante. J'ai fait un stage au Sénégal, quand j'étais à la maîtrise. Donc là, je suis restée 2 mois au Sénégal, dans un petit village très éloigné, où en pédiatrie, avec les mamans, donc des enfants très, très jeunes atteints de différents troubles physiques et cognitifs. Quand j'ai gradué en 2011, j'ai travaillé à Ottawa, mais ensuite, je suis partie en 2012 au Congo, où je suis restée à peu près 1 an. Et là, j'ai travaillé avec les Salésiens de Don Bosco, donc un organisme local, religieuse, dans des centres auprès des enfants, des jeunes qui vivaient en difficulté. Et ensuite de ça, je suis allée en Namibie, à peu près 1 an, où là, j'étais dans un hôpital public dans la capitale, dans une unité psychiatrique, troubles psychotiques aigus auprès d'une clientèle adulte. Et ensuite, je suis revenue au Canada, dans les communautés autochtones. Voilà. Moi, mon expérience à l'international, c'est dans un contexte d'enseignement. Donc, je suis allée en Tunisie un peu spontanément pour proposer du renfort en 2008. Puis, j'avais des petites implications ponctuelles dans l'enseignement de temps en temps. Ensuite, j'ai encadré des stagiaires dans des milieux, dans des hôpitaux à Tunis, dans 2-3 hôpitaux, où là, je collaborais avec l'école qui formait les étudiants, mais je supervisais des stagiaires puis essayais d'implanter un petit peu, collaborer avec l'équipe interdisciplinaire pour démontrer un peu la plus-value d'avoir un ergothérapeute parmi eux. J'ai continué un peu à distance à collaborer à cet enseignement-là aussi, à superviser des fois des projets de fin d'études, puis devenir membre du jury auprès de ces étudiants tunisiens. Puis ensuite, j'ai eu une opportunité, en étant professeur de clinique à l'Université de Montréal, à collaborer à un projet de partenariat officiel entre le programme d'ergothérapie de l'Université de Montréal et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth pour développer un programme d'ergothérapie. Donc, on a travaillé pendant 7 ans à peu près là, pour construire ce programme-là. Je suis allée 1 fois sur place pour enseigner parce que ça a été annulé 2 fois en raison de contextes sociopolitiques un peu imprévus. Ça a été annulé à la dernière minute. Mais j'ai continué à collaborer, puis je suis allée intervenir 1 seule fois. Tout ça, ça s'est déroulé, mon implication à Beyrouth, ça s'est déroulé pendant une période d'environ 6 ans. OK. Puis, de manière générale, là, vous avez parlé de super belles expériences. Qu'est-ce que ça demande un peu comme engagement professionnel et j'imagine aussi personnel à faire des missions humanitaires ou même de l'enseignement ailleurs? Au niveau personnel, je pense, et puis ça c'est mon expérience, comment moi j'ai vécu les choses, beaucoup de dévouement,
et d'énergie. C'est comme ça que moi, j'ai vécu. Et donc, c'est de faire en sorte qu'on s'engage aussi à prendre soin de soi pour continuer en fait, à faire ce qu'on veut faire, à être avec les gens à l'international ou dans des pays. Quand tu parles de mission humanitaire, c'est différent d'être à l'international. Hein. Ça dépend de quelle mission on veut faire. Donc, être avec les personnes, puis les aider à améliorer leur vie ou à améliorer leur équilibre occupationnel. Donc, d'apprendre à prendre soin de soi pour justement continuer à y arriver. Au niveau de l'engagement professionnel, je dirais que même s'il y a peu de ressources, peut-être moins de standards administratifs, etc., j'ai toujours eu cette conscience professionnelle de faire des choses de qualité. Donc, cet engagement professionnel, même s'il n'y a pas l'ordre derrière nous, même s'il n'y a pas de... Il faut quand même rester sérieux dans ce qu'on fait. C'est ça qui vient en tête à ta question. Bien, au niveau de l'engagement personnel, c'est sûr que c'est un gros engagement de temps parce que c'est du temps qu'on prend ici, du temps professionnel, mais du temps personnel aussi, là, où on travaille plus loin de la famille, puis on s'en va là-bas. Moi, quand je fais des missions, mes missions sont d'une durée de 1 à 2 semaines. Donc, en 1 à 2 semaines, on n'est pas habitué de faire des tâches si ponctuelles. Moi, je travaille avec une clientèle plus chirurgicale. Quand on va là-bas, on traite beaucoup des grands brûlés. Et donc, on a tellement de choses qu'on voudrait faire avec eux et on a peu de temps. Donc, on essaie d'en faire le plus possible, puis justement, de façon... avec une qualité qu'on reconnaît ou dans laquelle on voudrait travailler, donc comparable à ce qu'on fait ici. On a effectivement peu de matériel et donc ça devient difficile. Donc, il y a beaucoup de frustration personnelle de dire, ben, tu sais, moi, je pourrais en faire plus. Si cette personne-là était à Montréal, je pourrais y offrir ci, ça, des adaptations. Fait que c'est beaucoup de débats internes là, dans ta tête. Je pense que les premières fois, en tout cas, moi, la première mission que j'ai faite, je ne sais pas si vous autres à l'étranger, mais ça a été très, très, très difficile émotivement parce que quand tu reviens, ça t'habite longtemps. Moi, je dis toujours que j'en retire plus que ce que je leur apporte. Fait que dans le fond, c'est un geste que je considère qui est très égoïste. Quand on commence à faire ça, on recherche ça, puis on en retire énormément. Mais c'est ça. Les premières fois, c'est beaucoup un engagement qui est émotif. Puis moi, je pense on se prépare peu à ça. On se prépare à faire notre travail, à amener des choses, à penser ce qu'on va faire, comment on va pouvoir les aider. Puis quand on revient, puis que les gens nous disent « Puis comment ça a été ta mission? » ou « Comment ça a été en Inde? » Ou puis là, ben que tu dis « Ah, ben ça a bien été, mais toi, tu voudrais en parler plus. » Les gens ne sont pas nécessairement... pas nécessairement qu'ils ne sont pas intéressés, mais c'est pas tout le monde qui a la curiosité ou qui a le même intérêt que nous, on peut avoir quand on s'en va là-bas. Fait que toi, tu veux raconter plein de choses, mais tu reviens, puis c'est comme « Ah, ça a bien été », puis ça s'arrête là. Fait que tu vis beaucoup avec tes émotions. Il y a un gros engagement financier aussi. Ça dépend des organismes, ça dépend... mais quand on fait moi, le type de mission que moi je fais, nous, on paye notre avion, c'est du temps de vacances qu'on prend. On est logé, nourri, mais tu sais, les déplacements, si tu fais quelques jours avant, quelques jours après, fait que ça finit par coûter très cher. Là. Fait qu'il y a un engagement financier important qui est en lien avec ça aussi. Là. Moi, je dirais qu'il faut être mûr pour faire ça. Moi, je pense que ça prend un minimum de bagage clinique, une expertise quelconque, un savoir-faire, un savoir-être qui a été comme travaillé. Je pense que... En tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné confiance d'être capable d'apporter quelque chose. Ça prend aussi un minimum de soutien organisationnel, je dirais, même si ce n'est pas nécessairement financier. Moi, mes 2 expériences sont différentes. Là. Il y a une façon où la première expérience à Tunis, c'était comme mon initiative, c'était mon temps, c'était comme un geste purement un don là, de temps et d'énergie. Dans l'autre contexte, c'était plus officiel. Mais je pense que d'avoir un contact officiel quelque part, de savoir, de préparer le terrain, de communiquer avec des gens, notre disponibilité, puis tout ça, il y a comme toute une préparation. Donc, pour moi, c'est important. Puis on s'expose à l'inconnu un peu, on s'expose à des différences. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça prend l'humilité, la capacité de se remettre en question, de ne pas être sûr de soi. Pour moi, ça, c'est un atout. Parce que quand on est trop sûr de nous, on peut frapper un mur puis que ça ne devienne pas nécessairement un succès ou une expérience gagnante-gagnante. Fait que pour moi,
je pense que c'est les 3 choses là, que je voudrais ajouter à ce que mes collègues ont dit. Vous avez mentionné aussi que vous avez pratiqué au Québec aussi, puis après vous êtes allé à l'international. Est-ce que vous êtes capable de nous dire un petit peu la richesse de la pratique à l'international comparativement peut-être à qu'est-ce que vous avez fait ici? Est-ce que vous êtes capable de comparer, donner des avantages? C'est ça, la richesse de la pratique à l'international. Bien, moi, en tout cas, c'est vraiment d'assouvir un petit peu ma curiosité pour savoir notre profession ressemble à quoi ailleurs. Parce que j'ai toujours cette interrogation-là. Je me dis, est-ce que ce que les gens vivent, le contexte sociopolitique, l'organisation de la vie, le climat, l'organisation sociale en général, influence comment on fait de l'ergothérapie? Puis je me suis rendu compte que oui, à différents niveaux, mais non par rapport au fondement de notre profession. C'est juste que les moyens qu'on prend, des fois, je vous donne un exemple un peu banal, mais j'avais un atelier d'orthèse il avait déjà été offert à Tunis avant que je sois là, mais l'idée, c'était de m'impliquer un peu, puis peut-être essayer de bonifier certaines choses ou de voir les choses autrement, puis de connecter ça avec une nouvelle thématique qui n'avait pas été donnée. Puis finalement, le matériel d'orthèse n'était pas aussi facilement accessible. Je me suis retrouvée dans une espèce de quincaillerie ou une mercerie où là, j'essayais de trouver des solutions. Puis finalement, on a fait de l'ergothérapie, on a fait des orthèses avec les moyens qu'on a, mais avec un raisonnement clinique super semblable. Donc, moi, ce challenge-là m'attire beaucoup. L'exemple à Beyrouth, je pourrais vous donner un autre exemple, c'est de dire qu'il fallait qu'on réfléchisse au contenu pédagogique, puis là, on devait enseigner la même profession avec les mêmes fondements, mais quel exemple de population on va aller donner dans nos vignettes cliniques, par exemple? Puis peut-être que finalement, la priorité à Beyrouth était peut-être une population peut-être amputée, des gens qui ont été blessés dans un contexte de guerre, des réfugiés qui ont vécu des situations difficiles. Puis c'était peut-être pas la même population qui était prioritaire dans nos enseignements. Puis au Canada, moi, je vais parler de douleurs chroniques et tout ça, mais là-bas, ça avait l'air un peu d'un luxe de parler de gestion de douleur dans un contexte où finalement, c'était des enjeux de santé plus aigu, plus dramatique en lien... Bien, plus dramatique, je ne peux pas dire que c'est plus dramatique, mais plus en lien avec des urgences sanitaires qui sont vraiment propres à cette situation-là, à cette époque-là, dans ce milieu-là. Donc, ça remet en question les priorités, ça remet en question ce qui mérite finalement d'être abordé un peu plus en profondeur, en tout cas dans un contexte d'enseignement. Bien, moi, ce que je trouve, c'est que quand on fait des missions, c'est vraiment ce que j'appelle l'ergothérapie à l'état brut, là. Tu l'as mentionné tantôt, Virginie, mais il n'y a pas de bureaucratie. Fait que ça, c'est extraordinaire parce qu'on fait juste l'ergothérapie pour l'ergothérapie. C'est certain, un peu comme je disais tantôt, c'est que il y a plein de choses qu'on voudrait offrir, mais tu donnais l'exemple des difficultés qu'on rencontre. Moi, avec les orthèses, ça fait partie de... À tous les jours, là, en mission, moi, je vais faire puis des orthèses, donc plus qu'une. Puis nous, là-bas, il n'y a pas d'eau. Fait que là, quand tu arrives dans quelque chose de base, c'est moi, j'ai besoin de l'eau chaude, mais pour moi, j'avais pensé à apporter le matériel, le velcro, les ciseaux, plein de choses. Mais pour moi, l'eau, ça allait être... C'est quelque chose qui n'allait pas être une denrée si rare que ça, mais non, ça a été une difficulté qu'on a rencontrée puis qu'on a rencontrée à tous les jours. Fait que ça, tu es toujours en train de penser puis de voir comment est-ce que je peux faire plus avec le moins possible. Puis moi, quand j'arrive en mission, ils ne savent pas c'est quoi l'ergothérapie. Puis même là, même si ça fait 5 ans que j'y vais puis qu'on essaie de... Tu sais, ce qui est important pour nous aussi quand on arrive là-bas, c'est de former les gens pour qu'il y ait une certaine pérennité. On ne veut pas juste arriver là-bas puis se taper dans le dos quand on quitte puis dire « ben merci, à l'année prochaine ». Fait que là, moi, quand j'y vais, je forme le plus de gens possible. Puis au retour, donc ça, c'est hyper valorisant parce que tu reviens puis quand tu les revois en retournant au même endroit, tu te dis « ben wow, tu sais, ils reviennent te voir puis ils ont appris des choses puis là, tu peux bonifier ce que tu leur as enseigné l'année d'avant. » Mais puis les gens sont tellement reconnaissants. Puis quand on revient, ben moi, je vais faire des suivis Zoom. Tu sais, maintenant, c'est plus facile là, avec les Zooms, les WhatsApp et tout ça pendant 3-4 mois. Fait que j'ai encore un contact avec ces gens-là. Puis malgré le décalage horaire, là, qui est, moi, dans mon cas, c'est 10h30, ben je me réveille en pleine nuit, on fait des Zooms. Puis ensuite, ben soit que souvent, je me rendors pas. Mais tu sais, moi, je me réveille, il est 3h du matin pour qu'eux, ils puissent être disponibles pour faire leur Zoom. Puis là, ben je me rendors pas parce que ça me trotte dans la tête. Puis après ça, je vais faire ma journée de travail, mais c'est pas grave. Pendant ma journée, comme j'ai l'impression, je suis contente parce que j'ai suivi mes patients, puis voir où ils sont rendus. Puis
Fait que ça, c'est un peu aussi comme, tantôt tu as mentionné, là, de mon travail comme chef de mission. Alors, c'est ça. Fait que c'est tellement humainement enrichissant, puis ça change de notre routine, mais je suis d'accord aussi avec Julie quand tu dis que je pense qu'il faut qu'on soit, quand tu fais une expérience comme ça, il faut que tu sois ancré dans ton travail, puis il faut que tu aies une assurance dans ton geste ergothérapique parce que c'est pas là-bas que tu vas apprendre c'est quoi l'ergothérapie. Il faut vraiment que tu sois sûr de ce que tu fais puis ce que tu peux leur apporter. Mais en fait, je vais faire du pouce avec ce qu'ont dit mes deux collègues, mes deux amis ergo. Il y a d'abord la débrouillardise. Puis en fait, j'ai même envie d'utiliser le mot l'avantage aussi d'avoir... Non, j'aime pas trop le mot avantage. En fait, c'est plus les beaux défis que l'on a, c'est de devoir innover avec les ressources qu'il y a localement. Donc, c'est se débrouiller continuellement, en fait. Puis, c'est comme si... mon expérience, c'est d'arriver avec juste mes valises, puis avec rien d'autre. Et d'avoir juste, moi, mes connaissances et de travailler avec les gens qui me demandent, qui veulent travailler avec moi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est... avec la débrouillardise, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup, je trouve, là-bas. Puisque aussi, Nathalie a dit, on veut de la pérennité. Puis j'ai toujours eu cette phrase en tête, c'est on ne veut plus... Moi, dans mes expériences, je ne voulais pas partir et qu'ils aient encore besoin de nous ou de moi. Donc, comment en faire que ce qu'on a fait ensemble, ça reste périn. Et donc, c'est vraiment de travailler ensemble. C'est impossible de travailler toute seule. Faut toujours travailler avec les personnes locales pour pouvoir finalement échanger et non pas moi apprendre aux autres, mais échanger parce qu'on apprend beaucoup en ergo, mais aussi sur nous. Puis quelque chose qui est très important, puis vous l'avez nommé aussi, c'est être ancré dans le métier, être ancré dans nos intentions, se connaître. Pourquoi on va là-bas? Pourquoi nous, on veut faire ça? C'est quoi notre intention? Donc vraiment connaître pourquoi on veut aller à l'étranger, pourquoi on veut aller au Congo, pourquoi on veut aller... est-ce que c'est pour... en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne font pas cet exercice-là ou cette réflexion-là et du coup qui sont peut-être... les attentes ne sont pas atteintes, disons, ou qui sont déçus. Puis qu'il y a ça, pour moi, c'est essentiel de savoir pourquoi on va là-bas. Et ça prend aussi une bonne connaissance de soi. Tu as parlé d'être une maturité, une certaine maturité. C'est ça, je voulais partager ça. Je pense aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, on y va. Pourquoi est-ce qu'on y va la première fois? Mais ensuite, pourquoi est-ce qu'on y retourne? Mm-hmm. Parce que moi, je vois ça comme deux choses très différentes. La première fois, c'est la curiosité, c'est « OK, je veux faire une mission, c'est excitant, mais OK, tu as vécu ça, mais maintenant, pourquoi est-ce que tu y retournes? » Puis moi, c'est plus là que le travail va se faire sur le personnel. Bien, vous avez tous les trois mentionné beaucoup l'importance de travailler en équipe, de travailler ensemble. Est-ce que vous voyez un peu des différences dans la manière... Est-ce que vous travaillez encore plus ensemble à l'international que quand, par exemple, vous êtes ergo ici, ou ça se compare, par exemple, l'interdisciplinarité ou même avec les équipes avec lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous voyez des différences dans la manière dont vous travaillez ensemble? Bien, je peux peut-être parler de l'exemple en contexte d'enseignement. Je pense que j'ai toujours travaillé en équipe avec mes collègues, mais à l'Université de Montréal, c'est par rapport aux approches pédagogiques, puis par rapport au continuum là, dans nos enseignements, puis là, on fignole tout ça. Mais quand j'étais à Beyrouth, dans un mandat de créer, puis c'était beaucoup de faire de la formation des formateurs, bien là, mon partenariat avec eux était aussi de faire une forme de coaching. Donc, c'était même, je pense, une des finalités les plus importantes, c'est de former les formateurs. C'est pas de donner des prestations puis de partir. C'était même, j'ai donné quelques prestations, mais mon temps d'intervention était beaucoup plus en termes de, OK, je vais faire un peu de modeling dans mon enseignement, mais après ça, la personne va observer puis on va discuter. Mais c'est surtout d'observer quelqu'un d'autre qui est en train d'enseigner, puis là, de lui faire de la rétroaction, puis de faire des séances de travail. Puis les séances de travail, c'était pour développer ensemble des évaluations, mais le point de départ, c'était eux. Donc, d'apprendre à agir comme dans un deuxième temps, pas toujours être sa ligne de front. En tout cas, dans mon cas, c'était ça que j'ai appris, puis c'est peut-être ça que j'avais de mieux à faire, c'est de les laisser aller, surtout une fois que les bases étaient établies,
les laisser aller, puis d'après ça, de faire des recommandations. Puis moi, bien, à travers ça, j'ai même appris à enseigner autrement. J'ai appris à ne pas attendre que le scénario soit parfait, que toutes les ressources soient là, que mon niveau de confiance soit au maximum pour me lancer dans un enseignement, par exemple, où on concrétise c'est quoi une séance d'intervention. Puis parce que, bon, peut-être que j'attendais les conditions parfaites dans mon travail habituel de prof. Là, il fallait se lancer. Puis c'était un besoin critique parce que la pratique est très peu développée. Puis il fallait aller loin, par exemple, dans le savoir-faire. Alors, quand je me suis lancée là-bas, j'ai développé ma confiance, puis je me suis lancée davantage en enseignant ici. Mais c'était dans ce travail, justement, d'équipe avec eux. Ils m'ont poussée un peu au-delà de mes limites habituelles. Puis ça, j'en ai retiré énormément, peut-être plus qu'eux aussi, comme le disait Nathalie, dans cette façon de travailler en équipe-là. Il y a tout un enjeu aussi de rythme de travail, de style de communication. On pourra en reparler si vous voulez, mais pour moi, ça, c'était un défi que je n'avais pas anticipé. J'ai toujours cru, je suis pour le travail en équipe et le travail interdisciplinaire. Je ne peux pas travailler autrement. Je ne crois pas trop à ce que je puisse faire les choses toute seule. Et c'est d'autant plus vrai quand on est, en tout cas dans mes expériences que j'ai eues au Congo, surtout au Congo, où c'est peut-être la relation qui va changer, en tout cas pour moi, dans les échanges, à travers le travail interdisciplinaire. J'étais beaucoup plus à l'écoute. Tu as parlé de posture d'humilité, j'écoutais plus ce que mes collègues locaux disaient et comment moi je pouvais apporter mon savoir en ergo et l'adapter en fait à l'environnement, à la réalité des personnes, à la réalité des jeunes, à leur contexte. Donc c'est comme ça que j'apportais, plutôt que moi d'apporter un savoir avant d'écouter les autres, pour faire en sorte que ça fitte en fait avec le pays, avec la culture, avec le quartier. Il y a aussi cet enjeu tu parles de travail interdisciplinaire ou d'équipe interdisciplinaire, mais il y a aussi tout le partenaire avec les ressources communautaires autour, où là, justement, ici, on connaît, peut-être que l'ergo ici connaît un peu plus les ressources communautaires, puis les parties prenantes, les partenaires, etc. Là-bas, en Namibie, puis au Congo, c'est pas moi qui les connaissais. Donc, c'était mes collègues, en fait, qui assuraient aussi la collaboration, puis qui m'introduisaient dans cette collaboration-là. Moi, le travail d'équipe, quand tu arrives dans un endroit puis que tu habites avec ces gens-là, tu passes 24 heures sur 24, on partage nos chambres, on partage les repas, on partage le travail. Moi, j'étais avec des équipes de travail qui ils savent, ils connaissent le mot ergothérapie, mais quand je parle des chirurgiens, ils connaissent beaucoup l'ergo, mais les anesthésistes, les infirmières de la salle d'opération, la pharmacienne, c'est des gens qui ils voient le mot passer, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'on fait. Fait que ça a été très formateur pour eux de travailler avec une ergo parce que là, ils disent « Oh mon Dieu, je pensais pas que tu pouvais faire ça, je pensais pas que tu pouvais faire ci. » Et donc ça, c'est valorisant puis c'est enrichissant parce qu'ils sont curieux, fait qu'ils veulent juste en apprendre plus aussi. Fait que, ce travail-là, tu t'aperçois, il faut que tu fasses ta place, puis il faut que tu dises, il faut que tu crois en ce que tu fais, puis il faut que tu dises, ben regarde, si elle ne m'a pas demandé, c'est peut-être juste parce qu'elle ne le sait pas. Elle ne sait pas ce que moi je peux faire, elle ne sait pas ce que je peux apporter. Et donc, il faut que tu fasses ton chemin. Puis des fois, il faut y aller de la façon politiquement correcte. Parce que moi, quand je fais des missions, c'est avec une équipe aussi australienne puis italienne. Je travaille à l'occasion avec une physio qui vient d'Italie. Les physios en Italie, ce que j'ai appris puis ce que j'ai vu, c'est qu'ils attendent que le grand chirurgien vienne leur dire quoi faire. Moi, mon approche est complètement différente. Moi, j'ai une autonomie professionnelle ici, puis je m'assure d'être respectée dans ce que je fais, puis dans mes choix, dans mes décisions. Fait que quand je la regardais faire, puis qu'elle l'attendait, le OK du grand docteur, je poussais, puis je disais, non, t'as pas besoin. Fait que c'est une autre façon de travailler, mais ça devient hyper stimulant parce que tu lui dis, pourquoi tu attends après lui? Ah oui, mais... Fait que tu apprends à voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays aussi, puis après ça, tu le ramènes à ta pratique. Puis en Inde, nous, on formait les gens locaux, là. C'est des gens qui... l'endroit où on va, nous, c'est un endroit qui... Ils ont regardé c'était quoi l'endroit le plus pauvre en Inde, puis c'est à peu près là qu'on est.
Donc, ils prennent... L'endroit où je vais, c'est comme une espèce de grand centre communautaire. Puis quand les gens, principalement les femmes, sont laissées un peu sur le bord de la route, admettons, puis qui n'ont pas de ressources, bien, eux, ils vont les récupérer, ils vont les ramener dans un état de santé qui est plus convenable, puis ensuite, ils vont leur offrir un emploi. Puis cet emploi-là, bien, en partie, ça peut être la pharmacie, ça peut être l'ergothérapie, ça peut être infirmier. Bon, fait que, tu sais, c'est ce travail d'équipe-là, le fait qu'on habite tous ensemble, ça crée une force qui est indéniable, puis qu'ici, il n'y a rien qui est comparable là, dans ce que j'ai vécu à travers mes années de pratique, là. J'irais peut-être avec une question que je ne pense pas qui est sur notre document partagé, mais vous avez parlé tantôt de barrières de communication, barrières de langue. C'est quoi le défi en lien avec tout ça? Parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement des pays où ils parlent français. Même des fois, se faire comprendre en anglais, j'imagine que c'est peut-être compliqué. Comment vous avez géré ce défi avec la barrière de langue? Bien, moi, j'ai envie de vous donner un contre-exemple pour commencer. Mon premier moment dans une classe pour enseigner en Tunisie, les premiers étudiants et étudiantes qui sont entrés m'ont embrassée puis m'ont offert un café avec un dessert. Ça m'a mis à l'aise d'une façon incroyable. J'étais vraiment comme un peu une ambiance un peu familiale, très chaleureuse. J'étais accueillie comme personne avant d'être là comme prof qui doivent leur donner de la matière puis qui sont en attente de ce que j'ai à offrir. C'était vraiment un accueil très humain, très chaleureux, puis ça m'a rendu vraiment à l'aise. Moi, c'est quelque chose à laquelle je suis sensible, un thé en plus, ou un café. C'était fantastique. Puis c'est ça, c'était un contact chaleureux. Donc, au-delà de la langue, il y avait comme dans le contact, dans le rapport à l'autre, un rapport d'humain à humain qui comptait. Puis tu sais, des fois, on se dit que nous, comme profs, on doit mettre les autres à l'aise, mais là, c'était eux qui m'avaient fait ce geste-là aussi. Puis ça a été super apprécié parce que c'est un défi quand même d'arriver, puis ils l'avaient compris. Donc ça, pour moi, c'était un aspect de communication aussi non-verbal qui était vraiment intéressant. Je vous donne un autre exemple. À Beyrouth, ils ne se doutaient pas qu'une Julie était capable de comprendre l'arabe. Puis l'arabe libanais était semblable à l'arabe tunisien. Ça allait très bien. Alors, on a joué avec ça. J'ai réagi à ce qu'ils se disaient, puis en leur répondant dans leur langue avec un accent à peine différent. Puis ça a été favorable aussi à ce contact-là. Fait que c'est sûr que d'avoir des points de repère, pour moi, c'était pas une barrière parce que tout le monde le savait qu'il y avait un écart de langue, mais on parlait en français dans les enseignements. Mais on a joué avec ça parce qu'il y avait d'autres langues qui étaient présentes, d'autres accents. Puis ça a été intéressant d'être capable de dire, bien, vous savez, je suis capable d'un peu de placer quelques mots, mais je suis maladroite, puis j'ai le goût de m'essayer. Puis tout ça a fait en sorte que la différence est devenue un atout finalement. Mais l'enseignement, dans les deux cas, moi, se passe en français, donc je n'ai pas d'obstacle tant que ça quand vient le temps de faire vraiment ce que j'ai à offrir, là. Le style de communication, par exemple, la vitesse de communication, le rythme de travail, c'était comme un enjeu que je n'avais pas anticipé. À Beyrouth, le rythme de travail était quand même de dire on est peut-être en retard, on est peut-être en décalage, mais quand on est là, on est vraiment actif. On est vraiment productif. Fait qu'il y avait une certaine lenteur dans la façon de fixer les rendez-vous. C'était un peu imprévisible parfois, mais puis il y avait des pannes d'électricité, il y avait du trafic, il y avait toutes sortes de facteurs externes qui influençaient notre façon d'être ensemble. Mais quand on était là, on allait vraiment rapide, on était très productif. C'était un peu l'inverse de ce que je connais, où là, ici, moi, ce que je connais, c'est on s'organise, on prend des rendez-vous, on est fiable, c'est prévisible. Mais quand on se rencontre, des fois, on peut s'étendre, on peut réfléchir longtemps avant de passer à l'action. Donc, pour moi, ça, c'était très parlant. Puis c'est quand même une expérience qui est peut-être un peu semblable quand je compare Tunis et Beyrouth, là. Fait qu'au-delà des mots, pour moi, c'était le rythme, puis c'était le non-verbal, puis l'attitude. Moi, il parle marathi ou hindou, mais surtout marathi. Alors ça, la communication est toujours très difficile, puis c'est toujours très ardu. Alors, on parle beaucoup avec nos mains, on fait beaucoup de signes. Moi, je suis arrivée avec tous mes documents en anglais, des programmes d'exercice, préfaites. Puis là, j'avais juste à leur montrer ça, puis en me disant, bien, ils doivent parler l'anglais. Mais non, ça parle marathi. Puis j'avais des images, mais je n'avais pas suffisamment. Fait que, tu sais, à travers le temps, j'ai fini par développer des programmes avec plus d'images. Il y a certains programmes que j'ai fait traduire, mais j'ai fait traduire en hindou, mais comme ils parlent surtout marathi, bien,
Ça n'a pas servi beaucoup. Fait que là, l'année d'après, j'ai fini par les refaire traduire dans bonne langue. Mais, puis on a tous besoin. Tu sais, si on arrive à une équipe, des fois, nous, on est 12 ou 15 qui arrivons de Montréal, puis tout le monde a besoin d'un traducteur. Puis on travaille pas nécessairement, on n'est pas toujours tout le temps tout le monde ensemble. Fait que ça, on s'arrache un peu soit les locaux ou des gens qui viennent de Montréal avec nous. Fait que ça, c'est... Puis l'autre chose, nous, qu'on a négligé, c'est que il y a un haut taux d'analphabétisme. Fait que, tu sais, moi, je leur ai laissé des consignes. Je vous disais tantôt que moi, quand je reviens, je vais continuer les suivis avec les patients pendant quelques mois. Puis là, je leur disais, ben, tu sais, va sur ton ordinateur, mais ils n'ont pas d'ordinateur, ils ont pas de sous, là. Puis après ça, ben, utiliser un ordinateur. S'ils ont accès à un ordinateur, ils ne savent pas comment parce que... Ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Fait que, tu sais, c'est plein de défis comme ça que c'est pas juste dire, ben OK, ils parlent pas anglais, on va se mettre un traducteur, mais tous les outils que j'ai apportés, ma fille est venue une année, elle est enseignante, puis il y a comme une espèce de petite garderie, elle a amené plein de choses, des livres, mais tu sais, ces livres, il y avait des images, mais il y avait comme pas assez d'images, tu sais, il est en anglais. Puis, fait que la langue, c'est vraiment un défi important. Puis quand tu arrives devant quelqu'un... entre autres, nous, on a traité beaucoup de femmes brûlées puis des brûlures importantes. Puis que là, quand on dit qu'on quitte, on se prépare à quitter, puis que là, ils nous prennent dans leurs bras, puis ils pleurent. Puis que là, elle dit quelque chose, puis que là, toi, tu sais pas ce qu'elle a dit, mais elle pleure, puis elle te lâche pas, puis elle veut t'embrasser les pieds. Puis là, t'es comme « Ah, j'ai besoin d'un traducteur, j'ai besoin de quelqu'un parce que c'est pas vrai. » Tu sais, c'est toi, tu pleures, elle pleure, mais tu sais pas pourquoi tu pleures. Puis, fait que ça devient vraiment hyper frustrant là, de pas être capable de communiquer, même si on apprend des mots de base, mais c'est jamais suffisant. Moi aussi, un peu comme Julie, je parlerai pas de barrières. Je pense pas avoir vécu de barrières, mais c'est plus, disons, les quelques défis de communication. Au Congo, au Sénégal, on parle français, pas tout le monde, puis pas les mamans avec les enfants qui ne parlaient pas français. Mais je dirais que je communique, ça va sonner hyper... kitsch et cliché, là, je communique beaucoup avec mon cœur. Je parle peu en général, en tout cas, j'essaye de parler peu. Fait que j'y vais beaucoup avec le faire, qui est très ergo, avec le regard, quand culturellement, c'est poli ou c'est bien vu de regarder dans les yeux. J'y vais juste à m'asseoir auprès de la personne. Donc, créer le lien peut être très bien fait au-delà de la langue et au-delà de parler la même langue. Puis, c'est ça que je voulais dire, en fait, je crois. C'est ce qui conclut cette première partie de l'ergothérapie à l'international. On se retrouve pour un deuxième épisode qui abordera notamment les défis rencontrés dans la pratique à l'international et dans l'humanitaire.